Avant de commencer le podcast, je vous recommande donc vivement d'écouter le précédent épisode avant d'écouter ce nouveau. De plus, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Radioactive sur Spotify. Ainsi, vous avez l'opportunité d'écouter votre podcast préféré avec vos écouteurs depuis votre téléphone en mode verrouillé, plutôt que de garder YouTube allumé. Ce nouvel épisode a été particulièrement difficile à synthétiser et j'espère qu'il ne sera pas trop confus ou désagréable à suivre. Sur ce, je vous souhaite un excellent podcast. Démocratie et démocratie progressiste sont synonymes et indissociables de l'expansion de l'État. Si les gouvernements entre guillemets d'extrême droite ont, en de rares occasions, arrêté momentanément ce processus, son inversion se situe au-delà des limites de la possibilité démocratique. Étant donné que gagner des élections est essentiellement une question d'achat de vote et que les organes d'information de la société, l'éducation et les médias ne sont pas plus résistants à la corruption que l'électorat, un politicien parcimonieux est tout simplement un politicien incompétent. Et la variante démocratique du darwinisme élimine rapidement de tels inadaptés du pool génétique. C'est une réalité que la gauche applaudit et que la droite de l'establishment accepte avec mécontentement, et contre laquelle la droite libertarienne s'est insurgée de manière inefficace. De plus en plus, cependant, les libertariens ont cessé de se préoccuper de savoir si quelqu'un leur prête attention, ils cherchent avant tout autre chose, une sortie. C'est une fatalité structurelle que la voix libertarienne soit étouffée dans la démocratie, et selon Lind, elle devrait l'être. De plus en plus de libertariens sont susceptibles d'être d'accord. La voie, entre guillemets, est la démocratie elle-même, dans sa variante rousseauiste historiquement dominante. Elle conçoit l'État comme une représentation de la volonté populaire et se faire entendre signifie plus de politique. Si le vote en tant qu'expression de masse des peuples politiquement autonomes est un cauchemar qui submerge le monde, ajouter du brouhaha n'aide pas. Plus encore que égalité versus liberté, voix versus sortie est l'alternative grandissante, et les libertariens optent pour la fuite sans voix. Patrick Friedman remarque « Nous pensons que la libre sortie est si importante que nous l'avons appelée le seul droit humain universel. » Donc on se retrouve en cette rentrée pour ce nouvel épisode. On a vu dans l'épisode précédent que la néoréaction est une idéologie répandue chez certains milliardaires de la Silicon Valley et que c'est une critique de la démocratie réalisée par Curtis Yarvin, qui est un ingénieur californien, et par Nick Land, qui est un philosophe anglais, et de cette idéologie qui est élitiste, inégalitaire. Eh bien en fait, elle n'a pas pour objectif de toucher les masses, car ce serait faire le jeu de la démocratie. La néoréaction vise une minorité de puissants, et notamment des gens qui sont influents dans la tech, qui souhaitent changer le monde sans procédé démocratique. Changer le monde dans le sens gagner en liberté, pour gagner en ordre, défendre le techno-capital comme structure de croissance, afin d'augmenter le progrès, et le progrès dans une vue selon la thermodynamique, donc dissiper de l'énergie, pour faire de l'ordre et réduire l'entropie locale. Dans cet épisode, je vais synthétiser le projet de société de la néoréaction et la méthode pour y parvenir. Alors évidemment, c'est un podcast, donc je ne vais pas vous faire l'ensemble des arguments et des idées développées par les néoréactionnaires. Je vous renvoie au e-book de Rage Culture. Je vous mets encore une fois le lien en description si vous souhaitez y avoir accès. Et donc si vous voulez en savoir davantage sur les arguments, sur la vision du monde des néoréactionnaires, je vous invite chaleureusement à aller acheter les e-books. Car en fait, je vais surtout utiliser cet épisode pour développer quelques enseignements que j'ai trouvés intéressants chez ces gens et que je trouve utiles au quotidien. Donc on va commencer par un élément qu'il faut poser sur la table et qui va permettre de développer certains arguments par la suite. Les agents du chaos se nourrissent de la perte de chaleur. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
Je pense que c'est important de définir déjà ce que c'est que de l'énergie, puisque les néoréactionnaires se basent sur la thermodynamique, donc sur des lois de la physique, et donc c'est important de comprendre ce que c'est que de l'énergie. Et donc je vais citer le CEA, qui a une partie qui est très bien faite pour expliquer certains éléments physiques. L'énergie désigne la capacité à effectuer des transformations. Par exemple, l'énergie, c'est ce qui permet de fournir du travail, de produire un mouvement, de modifier la température ou de changer l'état de la matière. Toute action humaine requiert de l'énergie, le fait de se déplacer, de se chauffer, de fabriquer des objets et même de vivre. Donc voilà, ça c'est un résumé de ce que c'est que de l'énergie. Ça permet de produire du travail et du mouvement. Et là, c'est important de comprendre comment fonctionnent en fait nos sources d'énergie dans nos civilisations, et notamment par exemple les centrales nucléaires, mais qui fonctionnent en fait de la même façon que toutes les centrales thermiques. Donc je cite, le principe général de fonctionnement d'une centrale nucléaire est le même que celui d'une centrale thermique classique. Il s'agit de produire de la vapeur d'eau pour faire tourner une turbine couplée à un alternateur qui fabrique de l'électricité. Donc en fait, vous avez une source de chaleur, ça fabrique de la vapeur d'eau comme une cocotte minute, et cette cocotte minute va faire tourner une turbine. Grâce à cette turbine, on va avoir de l'électricité. Donc en fait, entre la locomotive où vous balanciez du charbon pour produire du mouvement à travers, de la vapeur d'eau, et la centrale nucléaire, finalement, c'est la même technologie, mais à un niveau beaucoup plus sophistiqué, qui est adapté en fait à une source d'énergie bien plus importante qu'est l'uranium. La différence réside dans la nature du combustible et la manière de produire cette vapeur d'eau. Dans une centrale nucléaire, le combustible est principalement constitué de noyaux radioactifs d'uranium fissile, qui, en se cassant sous l'action de neutrons, vont dégager une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur, évacuée du réacteur par un premier circuit d'eau sous pression dont la température s'élève. La chaleur est ensuite transformée par un circuit secondaire où l'eau se transforme en vapeur qui actionne des turbines et permet de produire de l'électricité. La partie de la centrale nucléaire permettant de produire et de contrôler une réaction de fission nucléaire en chaîne est appelée réacteur nucléaire. Voilà, donc vous faites de la fission nucléaire en chaîne dans le réacteur. Ça permet de produire de la chaleur en masse. Grâce à cette chaleur, vous faites évaporer de l'eau qui permet de faire tourner une turbine et fabriquer de l'électricité. Après de cette électricité, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez même la changer pour faire de l'énergie mécanique, comme on a par exemple dans une voiture électrique. Le second principe, c'est la dégradation. Je cite, « L'expérience montre qu'un système physique livré à lui-même tend à devenir spontanément de plus en plus désordonné. Parmi les diverses formes de l'énergie, la chaleur correspond à des mouvements désordonnés de molécules. Au contraire, les autres formes d'énergie que l'on peut qualifier de nobles sont ordonnées à l'échelle microscopique. Elles ont donc tendance à se changer en chaleur. Ce phénomène est appelé dissipation. Et l'on dit que la chaleur est une forme dégradée de l'énergie. Il est facile de produire de la chaleur à partir d'une quantité équivalente d'énergie noble. Mais les transformations inverses sont impossibles. Si l'on dispose d'une certaine quantité de chaleur, on ne peut pas la convertir intégralement en énergie mécanique, électrique ou chimique à l'aide d'un appareil qui fonctionnerait en cycle fermé. Cette interdiction, entre guillemets, constitue l'une des grandes lois de la physique, confirmée par d'innombrables exemples. La nature ne nous autorise à convertir en une autre forme d'énergie qu'une fraction de la chaleur disponible. Et elle impose à cette fraction de ne pas dépasser une certaine valeur maximale. C'est ce qui limite le rendement des turbines à vapeur dans les centrales électriques. Ce qu'ils veulent vous dire, c'est que, à partir d'une énergie noble comme l'uranium, c'est très facile de dégager une grande quantité de chaleur et de s'en servir. Le seul problème, c'est que une fois que c'est de la chaleur, c'est très très difficile. En fait, c'est même impossible de la convertir entièrement en une autre énergie, type une énergie mécanique. C'est-à-dire, l'uranium, vous l'utilisez pour faire dégager de la chaleur. Or, toute cette chaleur, vous allez en utiliser qu'une infime partie pour faire tourner la turbine qui va donner l'électricité. Ce qui veut dire que si vous avez, par exemple, 100 kWh d'énergie d'uranium, vous ne récolterez à la fin que 30 kWh d'électricité. Donc en fait il y a ce qu'on dit qu'il y a un rendement que de 30% dans une centrale nucléaire. Tout le reste est dissipé sous forme de chaleur, comme de la perte, comme des déchets. Afin d'exploiter l'énergie nucléaire ou l'énergie chimique dans une centrale électrique
ou dans une automobile, on commence par produire de la chaleur par réaction nucléaire ou chimique. Seule une partie de la chaleur peut ensuite être reconvertie en énergie électrique ou mécanique. Et même dans ce cas, il est difficile en pratique d'éviter de détourner une part de ces énergies nobles vers de la chaleur. Cette équivalence entre les énergies est comparable à celle qui existe entre les monnaies convertibles. 1 dollar valant, par exemple, 98 centimes d'euros, la dissipation en chaleur joue alors le rôle des frais bancaires qui nous empêchent de recouvrer le montant initial si nous changeons les euros en dollars, puis ceci de nouveau en euros. La valeur comme énergie sont bien conservées au total, mais pas pour nous. C'est-à-dire que la quantité d'énergie est toujours la même dans l'univers, mais nous, ce qu'on arrive à utiliser n'est qu'une infime partie, tout le reste part sous forme de chaleur. Donc si on y réfléchit, d'une certaine façon, l'argent est indirectement de l'énergie, et l'énergie est indirectement de l'argent. Peter Thiel, il dit que l'argent, c'est du pur potentiel, que vous pouvez transformer l'argent en n'importe quoi. Vous donnez de l'argent pour fabriquer une maison, ça met en mouvement des camions, des maçons, des pelleteuses, un électricien, un plombier, et ça dissipe de l'énergie pour fabriquer localement un truc ordonné qui est votre maison. Et c'est d'ailleurs la définition du PIB, c'est du flux monétaire. Quand vous donnez de l'argent à un maçon, cette transaction, ce flux, participe au PIB du pays, d'où le fait que l'on s'en sert comme approximation de la santé économique d'un pays, puisque l'on considère grossièrement que s'il y a beaucoup de flux monétaires au sein d'un pays, c'est que ce pays est en train d'ordonner plein de trucs. Et par ordonner plein de trucs, ça veut pouvoir dire produire. Donc c'est un outil qui n'est pas parfait parce que si vous cassez quelque chose dans un pays, vous allez devoir réaliser beaucoup de transactions pour réparer les dégâts. Et donc ça augmente le PIB alors que la quantité d'ordre dans le pays et d'objets manufacturés n'a pas bougé. Vous êtes toujours aussi riche, mais il y a toujours le PIB qui augmente. Donc si vous voulez, c'est un proxy à prendre avec des pincettes. Mais le fait est qu'il y a bien un lien entre le flux d'argent et la consommation d'énergie. D'où le fait qu'il y a une corrélation entre le PIB et le CO2 rejeté dans les pays avec un mix énergétique où les énergies fossiles prennent une place considérable. Donc toute cette longue explication compliquée pour dire que de la même façon qu'à chaque conversion de l'énergie, on a de la perte sous forme de chaleur et que le rendement est jamais de 100%, à chaque transaction d'argent, de la même façon, on a de la perte, puisque chaque intermédiaire va prendre une part. Or, qu'est-ce que l'État si ce n'est un intermédiaire ? Entre le médecin et vous, il y a les impôts, il y a le ministère de la Santé, il y a la Sécurité sociale, il y a l'ARS, tout un ensemble de fonctionnaires qui prennent leur part dans le processus pour que n'arrive que 26,50 € pour la consultation du médecin. Donc, entre ce que vous donnez et ce que reçoit le médecin, il y a une grosse perte. Ce qui veut dire que les fonctionnaires ont intérêt à ce que le rendement soit de plus en plus faible, et soit même le plus faible possible, qu'il y ait de plus en plus de pertes de chaleur. D'où ce que je vous ai dit au début, les agents du chaos se nourrissent de la perte de chaleur. Donc toute la critique des NRX, les néo-réactionnaires, est de dénoncer, à travers le processus démocratique, un rendement de plus en plus faible pour des pertes de chaleur de plus en plus importantes. Alors maintenant qu'on a dit ça, la critique est facile, l'art est difficile. C'est-à-dire, il est aisé de pointer du doigt les défauts des autres, il est beaucoup plus compliqué de proposer quelque chose de solide. Dans cet épisode, on va découvrir quelle alternative à la démocratie est proposée par les néo-réactionnaires et la méthode pour y arriver, et on va tirer quelques enseignements. Si la gauche se renforce en achetant l'approbation des autres en leur offrant un pouvoir fragmenté, comment la droite se renforce-t-elle ? Comment fait-on pour imposer un projet bénéfique mais impopulaire auprès d'une masse d'imbéciles pourtant majoritaire ? C'est ce qu'on va voir. Donc l'alternative à la démocratie, l'idée, si vous voulez, c'est que le QI de la population n'est pas extensible. Leurs capacités cognitives ne peuvent s'étendre et qu'on ne peut pas s'y connaître et comprendre tous les sujets complexes de la société. En matière d'énergie, de lutte contre le cancer, de prise en charge des eaux usées, le traitement des déchets, les nouvelles technologies, tout ça c'est bien trop compliqué. Et à ce titre, nous sommes physiologiquement de mauvais citoyens puisqu'on nous demande de nous pencher sur ces différents sujets, se faire l'avis le plus pertinent possible et voter pour le candidat dont le programme semble le plus adéquat. Or, ce n'est absolument pas ce qu'on fait. Et je suis même pas certain que ce soit possible de le faire avec un travail et une famille. D'ailleurs, je suis même pratiquement certain que c'est impossible.
En revanche, on est d'excellents consommateurs, puisque quand on s'achète une voiture, on vérifie 3000 fois. Lorsqu'on achète une télévision, une console, un vélo, on fait des comparateurs, on regarde les notes. Il n'y a même pas besoin d'être intelligent, j'ai envie de vous dire. Même quand on se trompe, on peut rendre le produit dans les 2 semaines. Donc si nous sommes de mauvais citoyens, on est de très bons consommateurs. Alors la vie en société doit être un produit de consommation. Que le gouvernement soit une entreprise offrant un service et que nous devenions des clients. Ce qu'on attend de l'État, ce n'est pas un lien charnel. C'est le même rapport que nous avons avec Netflix. On donne de l'argent et en échange la plateforme doit être fluide, ergonomique, agréable à l'utilisation, parce que sinon on partira chez la concurrence en quelques clics. Il y a une interview qui est intéressante de Noel Gallagher, qui est le chanteur et guitariste du groupe Oasis, qui dit dans une interview que le consommateur est un con, il n'a aucune idée de ce qu'il veut. On lui offre un produit, et là il vous dit s'il en veut ou pas. Mais avant ça, il n'y a même pas pensé. Personne n'a demandé Jimi Hendrix. C'est Jimi Hendrix tout seul qui a décidé de nous sortir All Along the Watchtower, et nous on a trouvé ça mortel. Personne n'a été concerté pour inventer la blanquette de veau, personne n'a voté pour produire la Peugeot 3008. Toutes ces sociétés nous ont proposé des produits, on s'est ensuite rendu compte si on en voulait ou non, ou si on en avait besoin. Le citoyen, c'est le consommateur à qui on demande de voter pour savoir ce qu'il veut comme société. Mais il n'en a pas la moindre idée, et c'est parfaitement normal. Rien de ce qui est bon en ce monde n'a été produit selon un processus démocratique. Est-ce que le fait que la blanquette de veau a été fabriquée de façon autocratique et motivée par un intérêt personnel vous empêche de l'apprécier ? Pas le moins du monde. Je cite Curtis Yarvin. C'est le miracle du capitalisme, si familier et pourtant toujours si étrange. Le restaurant capitaliste est exploité pour le bénéfice de ses propriétaires. Le restaurant communiste est exploité pour le bénéfice de ses clients, mais lequel a la meilleure nourriture ? Nous devons convenir qu'un restaurant exploité efficacement pour le bénéfice des clients sera un meilleur restaurant que tout autre exploité pour le bénéfice des propriétaires. Mais il n'est pas possible de concevoir une structure de gestion qui produira de manière fiable ce résultat. Le problème est fondamental. Nous ne pouvons pas énoncer une définition précise et non ambiguë de « bonne nourriture » entre guillemets, que nous savons que tous les clients accepteront. Nous ne pouvons pas caractériser les résultats de manière objective ou quantitative. Cependant, nous pouvons exploiter un restaurant efficacement pour le bénéfice des propriétaires, car nous pouvons décrire ce que veulent les propriétaires de manière objective et quantitative, de l'argent. Dans une république à action, la correspondance entre la propriété rentable et le gouvernement de haute qualité est simple. Le rendement de chaque action est une fonction de la valeur du capital. Le capital est le pays, c'est-à-dire ses biens immobiliers. La valeur de l'immobilier est son prix. Comment un gouvernement maximise-t-il le prix de ses biens immobiliers ? En rendant le pays le plus agréable à vivre que possible, c'est-à-dire en fournissant un gouvernement de haute qualité. N'ayant rien de tel que la structure d'actionnariat de la République à action, qui est catégoriquement distincte de la démocratie, notamment parce que les intérêts de tous les actionnaires sont identiques, alors que les intérêts des électeurs démocratiques diffèrent et sont en conflit. Donc, un pays, pour être efficace, doit avoir des indicateurs de réussite, des métriques à optimiser. Un métrique efficace, je vous l'ai dit, et qui est très pratique, très facile dans le privé, c'est l'argent. Comment vous savez dans un service public si vous faites bien votre travail ? C'est très compliqué. Comment vous savez dans une entreprise privée si vous faites bien votre travail ? Eh bien le chiffre d'affaires augmente et les bénéfices augmentent. Donc le pays doit être détenu par des actionnaires qui souhaitent que leurs actions prennent de la valeur. Ils vont mettre aux commandes un CEO, un patron, qui va, dans une chaîne de commandement stricte, mener la barque pour faire une société fonctionnelle. Des villes dans lesquelles les consommateurs, et non pas les citoyens, sont prêts à payer un abonnement pour y vivre. Donc, tel votre abonnement Netflix, vous payerez pour avoir accès à une ville propre, avec toutes ses commodités, les transports qui fonctionnent, une police qui assure la sécurité, des hôpitaux qui soignent efficacement, et si le produit de consommation ne vous convient pas, telle une plateforme VOD, vous changerez et vous irez chez le concurrent. Alors on peut se dire, ça paraît farfelu et quelque part, est-ce que des villes privées
ont déjà existé? Et la réponse est oui. Il y en a eu d'ailleurs pas mal en fait à travers l'histoire et qui appartenaient très souvent en fait à des grandes entreprises. On peut citer par exemple Disney qui a fabriqué la ville de Celebration en Floride. Et donc je vais pas m'embêter, je vais lire la fiche Wikipédia qui est très intéressante. Celebration a été fondée en 1994 à proximité du parc d'attractions Walt Disney World Resort. Une communauté futuriste. L'idée de départ de Walt Disney était de construire une ville parfaite, sans criminalité et avec un cadre de vie agréable. La ville de Walt était une ville futuriste planifiée. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait facilement se dire qu'une ville dirigée par une grosse compagnie américaine comme Disney, ce sera dégueulasse, on aura l'impression d'être dans Wall-E, vous savez, où il y aura des détritus partout, des Américains obèses qui boivent dans des fontaines de coca, une architecture immonde, bref, l'image de la société de consommation qu'on a en France avec du McDo partout. Et en fait, pas du tout. Un retour à la ville traditionnelle. Pour la direction de Disney au début des années 90, l'idée maîtresse était de revenir à la petite ville traditionnelle, à l'opposé des grands centres urbains du pays. Tout a été fait pour qu'une ambiance amicale règne entre tous les habitants. Tous les commerces ainsi que l'école et les différents loisirs sont accessibles à pied. Cette idée a été lancée par Michael Eisner, qui voulait aussi l'émulation des résidents au travers du Disney Institute et en prenant exemple sur certaines communautés méthodistes. L'urbanisme a lui aussi été particulièrement soigné. Un bureau d'architectes renommé de New York a eu la responsabilité d'établir un plan principal. Un concept de New Urbanism a été choisi avec pour point de départ un lac autour duquel sont placés parcs, commerces et zones résidentielles. Chaque maison ne devant pas être à plus d'1,5 km du centre. Les habitations suivent toutes un modèle d'architecture prédéfini. Il y en a en tout 5 styles architecturaux acceptés, et tous préapprouvés par Disney en s'inspirant des maisons coloniales, méditerranéennes, françaises et de Nouvelle-Angleterre, ou encore victoriennes. Ces modèles se déclinent en 7 tailles différentes qui sont mélangées dans les différents quartiers de la ville, la cohésion architecturale de l'ensemble étant assurée par le style Disney. Voilà. C'est amusant quand même de se dire que une ville privée lancée par Walt Disney devient en fait un produit de consommation et ce produit de consommation prend alors le visage d'une ville traditionnelle, amicale, cocooning où finalement les gens se baladent à pied pour aller à l'école ou à leurs différents loisirs, que les styles architecturaux ne sont pas en fait des styles modernes répugnants mais en fait des styles traditionnels. Je vous l'ai dit, il y a des maisons coloniales, méditerranéennes, françaises ou encore un style victorien, etc. Donc c'est rigolo. Un deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est la ville de Orania, qui est une ville d'Afrique du Sud située, du coup, je suis en train de lire la fiche wiki, dans la province du Cap du Nord, dans la région du désert de Karoo. Alors, j'ai absolument aucune idée d'où c'est, mais c'est en Afrique du Sud. Fondée à partir d'une petite concession abandonnée d'une dizaine de maisons réparties sur 3000 hectares, elle a été rachetée au gouvernement sud-africain par Karel Boshoff en 90, au moment où le gouvernement de Frédéric Kerk entamait des négociations constitutionnelles avec le Congrès national africain afin d'abroger les dernières lois d'apartheid encore en vigueur. Orania devait constituer l'embryon de la Volksstaat, un État pour les Afrikaners, et est habité actuellement par une population uniquement blanche et membre de l'une des églises réformées hollandaises. Ce qui est intéressant avec Orania, c'est sa gestion administrative. Je cite: les terres sur lesquelles se trouve Orania sont en possession de la... Alors là, je suis incapable de le prononcer. La un nom hollandais incompréhensible qui est en fait une entreprise. Le président de cette société privée fut d'abord Manny Opperman, par ailleurs longtemps maire en titre de la ville d'Orania. Ainsi, les résidents ne sont pas propriétaires de leur habitation, mais détiennent des parts de l'entreprise. C'est à travers elle que se fait l'administration communale et cela permet de contrôler de façon stricte qui a le droit de vivre à Orania. C'est amusant. Les membres, les habitants de Orania ne sont pas juste des citoyens, ne sont pas juste des habitants, ce sont des propriétaires de cette entreprise qui détient la terre d'Orania. Ils ont des actions, ce qui fait que quand il y a une amélioration de Orania et que Orania prend de la valeur, c'est leurs actions qui prennent de la valeur. Donc ils ont tous intérêt à ce que cette ville fonctionne
soit propre, soit sûr, soit fonctionnel et, euh, et, euh, et une croissance à plusieurs chiffres. C'est drôle parce que si vous demandez à Jeff Bezos quel est le secret d'Amazon, il vous répond qu'il n'y a que 3 règles à son succès. L'expérience utilisateur, l'expérience utilisateur et l'expérience utilisateur. Quand une ville est un produit de consommation, ça maximise l'expérience utilisateur. Une ville traditionnelle amicale où tout se fait à pied, mais aussi futuriste et fonctionnel. De ce fait, comme on ne débat pas en tant que client des produits commercialisés par exemple par Apple, dans le monde des néo-réactionnaires, vous n'avez pas à débattre de la vie en société. Vous consommez ou vous partez. Je vais citer Nick Land. Comme pour toute entreprise, les intérêts de l'État sont désormais précisément formalisés comme la maximisation de la valeur actionnariale à long terme. Il n'est plus nécessaire que les résidents, entre guillemets les clients, s'intéressent à la politique de quelque manière que ce soit. En fait, cela reviendrait à faire preuve d'un penchant semi-criminel. Si Gouvernement Corp, donc c'est Gouvernement Corp, c'est un terme inventé par Nick Land pour dire que le gouvernement est une entreprise, c'est-à-dire la corporation, l'entreprise gouvernement. Si Gouvernement Corp ne fournit pas une valeur acceptable pour ses impôts, loyers souverains, ils peuvent en informer le service clientèle et si nécessaire, aller voir ailleurs. Gouvernement Corp se concentrerait sur la gestion d'un pays efficace, attractif, vital, propre et sûr, capable d'attirer des clients. Pas de voix, sortie libre. C'est Nick Land qui dit que le slogan le plus pur de la néo-réaction, c'est « All exit, no voice ». L'idée du no voice, où vous n'avez tout simplement pas de voix, semble simple et pourtant la formule est assez profonde en réalité. En Occident, il y a toujours une volonté de se singulariser, de chercher un monopole, être le seul à dire quelque chose de particulier. C'est pour ça que le marché des idées, vous avez toujours des marginaux comme Sandrine Rousseau qui disent des énormités, et en même temps, pour la même raison, c'est-à-dire cette volonté de se singulariser, vous avez des génies comme Elon Musk qui vont réaliser des innovations out of the box, en faisant atterrir des propulseurs par exemple. La volonté de chercher un monopole en se singularisant est partout en Occident. Et jusqu'ici, le bénéfice obtenu par les sociétés occidentales avec les innovations était plus grand que le coût généré par les conneries que les plus fous et les plus bêtes d'entre nous sortions. Parce qu'en fait, débunker des conneries, ça consomme du temps et des ressources. Sauf qu'avec les réseaux sociaux et l'accroissement de la population, on peut se demander si ce rapport bénéfice-coût, dans l'envie de se singulariser, est toujours supérieur à 1. Ça, je sais pas. Alors chez les autres peuples, chez les autres civilisations, il y a une autre stratégie, c'est que personne ne veut se singulariser. Donc ils ont moins d'innovation, mais en même temps, ils économisent plus de ressources, vu qu'ils en consomment moins à débunker des conneries. Donc l'idéal, évidemment, c'est de garder les Elon Musk et de plus se taper les Sandrine Rousseau, mais comment on fait ? Eh bien avec le no voice, et seulement le droit à la libre entreprise, on s'en fout de ce que vous dites. Montre que ton idée marche, lance ta boîte, ton produit, et arrête de nous bassiner avec ton blabla militant. Tu penses que le panneau photovoltaïque c'est mieux que le nucléaire, libre à toi de produire de l'électricité avec des panneaux et d'essayer de vendre en faisant concurrence aux centrales nucléaires. On verra lequel de vous deux coulera l'autre. Tu penses qu'une société collectiviste est plus fonctionnelle ? Lance ta mutuelle centralisatrice qui gère les ressources de plusieurs personnes et montre que ça fonctionne. Tu penses qu'une société ethniquement homogène est plus fonctionnelle ? Lance ta ville privée réservée aux blancs ou aux noirs, et si ça fonctionne, les gens voudront y vivre. Dans tous les cas, ferme ta gueule. Arrête de parler et fais. Voilà. Comme ça, on aura des Musk et pas des Sandrine Rousseau ou des Philippot, et ça nous fera des vacances. Les néo-réactionnaires pensent comme des ingénieurs de l'informatique. Ils ne considèrent pas qu'il y a un seul bon logiciel qui surpasse tous les autres, aujourd'hui et pour toujours. En fait, ils fonctionnent avec une démarche scientifique et du coup, ils considèrent le risque d'erreur, que le monde change. Et donc, si vous leur demandez quelle est la meilleure idéologie, quel est le meilleur logiciel de pensée pour une société, ils vous disent qu'ils n'en savent rien. Et eux ne font pas des logiciels, non. Ce qu'ils fabriquent, c'est un système d'exploitation. Les logiciels, c'est à chacun de les faire et de les appliquer. Eux, ils veulent mettre en place le néocaméralisme.
Et le néocaméralisme consiste à fragmenter le territoire en une multitude de propriétés souveraines appartenant à des actionnaires qui pourront appliquer leur propre logiciel. Et ces multitudes de territoires seront en interaction les uns avec les autres, commerçant, se faisant compétition, tentant d'attirer des clients, et à travers un darwinisme sans pitié, émergeront les meilleures organisations. C'est ce qu'ils appellent le patchwork. Alors pour ceux qui ne savent pas, un patchwork, c'est quand on coud un ensemble de tissus différents sur un même tissu, et ça donne un genre de mosaïque, et c'est ça le patchwork de propriété. Je cite Nick Land. La population, le territoire, la technologie, le commerce, l'idéologie et d'innombrables autres facteurs hétérogènes sont des composantes de la propriété souveraine, le pouvoir. Et leur caractère économique est assuré par la possibilité et même la nécessité de compromis plus ou moins explicites et de calculs coût-bénéfice suggérant une fongibilité originale, bien que germinale, qui n'est qu'une cohérence arithmétique. Celle-ci est présupposée par toute estimation de la croissance ou de la dégradation, du succès ou de l'échec, du renforcement ou de l'affaiblissement, du type requis non seulement par l'analyse historique, mais aussi par la compétence administrative la plus élémentaire. Sans une économie implicite de pouvoir, aucune discrimination ne pourrait être faite entre l'amélioration et la détérioration. Aucune action dirigée vers la première ne serait possible. Voilà, il faut pouvoir quantifier le pouvoir politique à travers l'économie, à travers la prise de valeur de votre territoire, ce qui permet de savoir si vous allez dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Je continue la citation. La reproduction cyclique efficace du pouvoir est un critère externe, la survie. Aucune société ni aucun régime n'est en mesure de décider par eux-mêmes de ce qui fonctionne. Leur compréhension inhérente de leur propre économie du pouvoir est une évaluation complexe, jaugeant d'une relation avec l'extérieur et dont les conséquences sont la vie et la mort. Dès le départ, l'idée de propriété souveraine intègre donc un accommodement avec la réalité. L'entropie sera dissipée, l'idiotie sera punie, les faibles mourront. Si le régime refuse de se plier à cette loi, les loups l'appliqueront. Le darwinisme social n'est pas un choix que les sociétés peuvent faire, mais un système de conséquences réelles qui les enveloppe. Le méta-néocaméralisme s'articule au degré qui ne peut être transcendé, auquel le réalisme est indispensable pour tout ordre social. Ceux qui sont incapables de le créer par le biais d'un gouvernement efficace le recevront néanmoins par les dures tempêtes de Némésis. L'ordre n'est pas défini en lui-même, mais par la loi de l'extérieur. À ce degré d'abstraction le plus élevé par conséquent, lorsqu'on demande au méta-néocaméralisme « En quel type de régime croyez-vous ?», l'unique réponse appropriée est « Ceux qui sont compatibles avec la réalité ». Ça c'est excellent, c'est-à-dire du moment où vous avez fabriqué un patchwork de territoires qui sont détenus par des actionnaires qui sont donc en compétition les uns avec les autres, ils devront s'accommoder nécessairement de la réalité ou se feront détruire et couler. Il y aura un darwinisme social en fait entre ces différents territoires qui auront adopté différentes stratégies et du coup les meilleurs vont émerger et les autres vont dégager. Et donc quand vous leur demandez du coup c'est quoi la meilleure idéologie, la meilleure façon de gérer un territoire, etc. Ils vous disent mais j'en ai aucune idée. Et en tout cas ce qui est sûr c'est que ceux qui vont survivre vont devoir s'accommoder de la réalité et c'est le seul point commun qu'il y aura entre tous ces territoires. Comme dit Nassim Nicolas Taleb, ce sera skin in the game, vous pouvez pas juste blablater, votre porte-monnaie sera en jeu. Ce qui est intéressant c'est que de toute façon en démocratie, ce qu'on dit ne correspond jamais à ce qu'on fait. En public, on dit tous qu'on aime l'école publique, l'égalité des chances, et on met tous nos enfants dans le privé, d'accord ? Donc ça sert à rien de vous donner la parole, vous vous en servez pour mentir, pour faire du virtue signaling, dans l'espoir d'obtenir du pouvoir. Alors que s'il n'y a aucune perspective que le débat et les déclarations de vertu vous apportent quoi que ce soit politiquement, alors on arrêtera de dire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on fait. On se servira enfin du langage pour faire ce pourquoi cette faculté de communication a été sélectionnée, pour échanger de l'information. Parce que la vérité, finalement, elle n'est jamais dite. La vérité, elle est dans nos choix de consommation. Donc, l'homogénéité ethnique, la sécurité, la propreté, des transports qui fonctionnent, tout cela,
ça doit être un produit de consommation et pas un programme politique. Car en démocratie, la vérité n'est pas une stratégie gagnante. On ne gagne pas les 51% des voix en disant la vérité, mais en promettant la gratuité. C'est d'ailleurs l'un des enseignements qu'on peut tirer des NRX. C'est si vous connaissez une vérité sur laquelle peu de gens s'accordent, gardez-le pour vous et servez-vous-en. Ça ne sert à rien de hurler à l'hypocrisie des parents progressistes qui mettent leurs enfants dans le privé tout en disant que l'école publique et la mixité sociale, c'est magnifique. Ils vont vous détester, d'accord ? Ils vont jamais admettre leur incohérence et ils changeront jamais de comportement. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir l'école privée. Il faut habilement et secrètement exploiter la vérité que l'école privée, c'est mieux que l'école publique. Dans Zero to One, Peter Thiel vous dit « Il y a deux sortes de secrets, les secrets de la nature et les secrets des individus. Les secrets de la nature existent tout autour de nous. Pour les découvrir, il faut étudier certains des aspects inconnus du monde physique. Les secrets relatifs aux individus sont d'un autre ordre. Ce sont des vérités sur eux-mêmes que les gens ignorent ou qu'ils cachent parce qu'ils refusent que les autres les sachent. Aussi, lorsqu'on réfléchit à quelle sorte d'entreprise créer, il faut se poser deux questions distinctes. Quels secrets la nature ne vous révèle-t-elle pas ? Quels secrets les autres ne vous révèlent-ils pas ? Concernant Tesla, Tesla savait qu'un effet de mode alimentait l'intérêt pour les technopropres. Les riches en particulier voulaient se donner une image verte, même si cela les obligeait à conduire une Prius, aussi profilée qu'un caisson de savon ou d'une Honda Insight à la ligne Pathode. Le conducteur de ces voitures n'avait l'air branché que par association avec les stars de cinéma férus d'écologie qui les achetaient. Tesla a donc décidé de construire des voitures qui feraient paraître leur propriétaire comme quelqu'un de branché. Leonardo DiCaprio a même abandonné sa Prius pour acheter un Roadster Tesla, un véhicule cher qui en a tous les signes extérieurs. Alors que le tout venant des entreprises technopropres se donne le plus grand mal pour se différencier, Tesla a bâti une marque unique autour d'un secret. Plus encore qu'un impératif environnemental, les technopropres constituent un phénomène social. C'est extraordinaire parce que, en fait, les riches, et d'ailleurs comme tout le monde, veulent des signes extérieurs de réussite, comme une belle montre par exemple. Et notamment la voiture, surtout aux États-Unis où ils roulent énormément. C'est un pays gigantesque et la voiture est roi dans ce pays. Le problème, c'est que on envoyait aux riches, on leur envoyait au visage le fait que se la péter avec une grosse Audi ou une grosse Mercedes, c'est polluer. Donc moralement, c'est mal. Donc ils pouvaient pas avoir le beurre et l'argent du beurre, se la péter avec des signes extérieurs de richesse et être un prince de la vertu. Fallait choisir. Et là, Elon Musk, il arrive et il montre une voiture de luxe électrique à une époque où le marché de la voiture électrique n'existe pas. Donc Musk se fait une fortune sur un secret inavouable qu'on veut se la péter tout en étant moralement des colombes. Il s'est ouvert un marché sur lequel il y a eu un quasi-monopole pendant un long moment, c'est la voiture de luxe électrique, une bagnole avec un aspect sportif, futuriste, une couleur rouge qui rappelle celle de Ferrari et qui rejette aucun CO2. Donc ce que vous disent les néo-réactionnaires, c'est plutôt que de vous énerver sur les hypocrisies, exploitez-les. Parce qu'en fait, dans tous les cas, vous n'arriverez jamais à faire réaliser des mensonges en les hurlant au visage des autres. En fait, on est des usines à mensonges, c'est physiologique, c'est dans nos gènes. Les études en psychologie ont montré qu'en moyenne, on ment 1 à 2 fois par jour. La majorité des mensonges que l'on dit, ce sont des mensonges blancs, donc ce sont des mensonges qui n'ont aucun impact. Par exemple, votre compagne qui vous demande si c'était bon à la cantine au boulot. Vous en souvenez plus, mais vous répondez mécaniquement oui. On peut dire qu'il n'y a aucune conséquence à ça. Et ensuite, les exagérations pour appuyer un argument ou une anecdote. Et puis après, il y a les mensonges sur lesquels, justement, on a cette vision négative, c'est le mensonge de fabrication, où on invente purement quelque chose. Mais en fait, c'est très rare de faire ça. La plupart du temps, on ment en réalité pour des bonnes raisons, pour des motivations nobles, qu'on pourrait dire, c'est par agréabilité envers ses proches. Car les personnes à qui on ment le plus, en fait, c'est notre famille et nos amis. C'est ce que montrent les études en psychologie. Donc quand on nous demande si ça va et qu'on répond oui, alors qu'en fait non, c'est souvent pour pas embêter les autres avec nos problèmes. Donc on peut faire l'hypothèse que la capacité de mentir est un avantage évolutif individuel, mais que ça peut être un désavantage collectif sur le long terme. La conséquence, c'est que on est des usines à mensonges et que la force de la science, c'est d'avoir mis en place des méthodes pour faire émerger la vérité malgré le fait qu'on la déteste.
Parce qu'en fait, ça fait plaisir à personne de savoir qu'on tourne autour du soleil et pas l'inverse, qu'on est un animal comme un autre et pas un élu de Dieu, que d'un point de vue biologique, on peut pas changer de sexe, que les capacités cognitives sont surtout influencées par la génétique, que l'activité humaine a un impact significatif sur le changement climatique. La vérité, elle est rarement agréable. Et c'est d'ailleurs, du coup, ça me fait beaucoup rire, les gens qui se disent pro-science ou aimer la science. Moi, j'ai quasiment jamais rencontré de personnes qui aimaient vraiment la science. On l'utilise en réalité malgré notre aversion pour la vérité. Et donc on peut se poser la question, si on déteste la vérité, pourquoi on la cherche ? Parce qu'on est obligé. Quand l'éclaireur gaulois alerte son village que les légions de César arrivent, il le fait pas par gaieté, mais parce que s'il le fait pas, ils vont se faire poutrer. Jeff Bezos, dans une interview chez Lex Fridman, il vous dit qu'une partie de la réussite d'Amazon tient des process qu'ils ont mis en place en interne pour faire émerger la vérité. Parce que très souvent, on ment pour des bonnes raisons. Par exemple, lorsque lui, il fait des réunions pour discuter d'une problématique, le problème, c'est que si vous faites parler les anciens, les seniors en premier, les jeunes qui pensaient différemment vont par modestie se dire qu'ils ont tort, et lorsque ce sera leur tour de parler, ils diront « Ah oui, moi aussi je pense comme vous les anciens », parce qu'en fait, ils se disent dans leur tête « Ah ouais, mais en fait, je devais penser de la merde, si le génie là-bas qui a lancé une entreprise extraordinaire, il pense ça, c'est que ça doit être vrai. » Mais en fait, ça se trouve, non. Donc en fait, maintenant, Amazon a mis en place un process, c'est qu'en réunion, c'est les nouveaux qui parlent en premier. De la même façon, Bezos, il veut pas de PowerPoint en réunion interne, il dit que le PowerPoint c'est fait pour convaincre les autres. Alors qu'en interne, on veut pas convaincre, on veut chercher la vérité pour améliorer la boucle de rétroaction, pour améliorer les choses. Donc Bezos, il demande des mémos, des textes Word, police 12, et sur 6 pages, il faut que ce soit synthétique, et il dit que suivant la problématique, ça peut être super dur de faire un bon mémo, que les gens prennent 3 semaines à l'écrire, à réécrire, demander l'avis aux collègues, etc. Mais à la fin, tu as un document qui est nickel pour bosser et trouver ensemble une solution plutôt que bullshiter avec un PowerPoint. Alors la question maintenant, c'est que faire de ces secrets ? Je vais citer Peter Thiel. Si vous découvrez une réalité secrète, vous êtes face à un choix. Révélez-vous votre secret ou gardez-le pour vous ? Cela dépend de la nature du secret. Certains sont plus dangereux que d'autres. Ainsi que Faust en avertit Wagner, le peu d'hommes qui ont su quelque chose et qui ont été assez fous pour ne point garder leur secret dans leur propre cœur, ceux qui ont découvert au peuple leurs sentiments et leurs vues, ont été de tout temps crucifiés et brûlés. Ce qui veut dire que la vérité est impopulaire et peut vous coûter gros. Alors c'est pas parce que les gens vous détestent que vous dites la vérité, mais si vous dites la vérité, il y a de grandes chances qu'on vous déteste. À moins de nourrir des convictions parfaitement conventionnelles, c'est rarement une bonne idée de révéler tout ce que vous savez à tout le monde. Alors à qui le dire ? À tous ceux à qui vous jugerez nécessaire d'en faire part, et cela s'arrête là. Dans la pratique, il y a toujours un juste milieu entre ne rien dire à personne et tout dire à tout le monde. Et c'est cela une entreprise. Les meilleurs dirigeants d'entreprise le savent. Toute affaire florissante se construit autour d'un secret qui demeure caché au regard extérieur. Une entreprise florissante est en quelque sorte une conspiration qui vise à changer le monde. Ça, c'est intéressant. Quand vous partagez un secret, le destinataire devient membre de la conspiration. Ça, j'adore. J'adore cette idée parce que les dissidents et les complotistes, ils vous le disent souvent, ils fantasment en fait un groupe d'individus très riches qui contrôlent le monde et qui auraient les politiques dans leurs mains, etc. et qui cacheraient des secrets à tout le monde, etc. Ce que vous dit Peter Thiel, c'est non, c'est pas le cas, c'est le chaos, personne ne contrôle rien. Par contre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut créer des groupes qui gardent des secrets et qui les rançonnent pour impacter de façon significative le monde, sans passer par un processus démocratique. Il y a autre chose à garder en tête, c'est que quand bien même le secret dérangeant que vous hurlez aux oreilles des autres est un jour admis par la population générale, on n'admettra jamais que vous étiez le premier à le dire. Socialement, vous ne tirez aucun bénéfice à exprimer une vérité avant les autres. Si cette vérité est un jour massivement admise, vous n'aurez jamais la paternité, ou alors ce sera après que vous soyez mort pauvre, d'accord ? Il y a une œuvre de Peter Thiel qui s'appelle Le Moment Straussien, que vous pouvez retrouver parmi les traductions de Rage Culture, et donc je vais citer. En effet, il n'y a pas grand-chose chez Strauss qui soit plus clair que la nécessité de moins de transparence. Philosopher sans contrôle fait courir de grands risques aux philosophes, ainsi qu'aux cités qu'ils habitent.
car même dans les régimes les plus libéraux ou les plus ouverts d'esprit, il existe certaines vérités profondément problématiques. Strauss est convaincu qu'il n'est pas le premier à avoir découvert ou redécouvert ces vérités. Les grands écrivains et philosophes du passé avaient également connaissance de ces questions, et afin de se protéger des persécutions, ces penseurs utilisaient un mode d'écriture ésotérique dans lequel leur littérature s'adresse non pas à tous les lecteurs, mais aux seuls lecteurs dignes de confiance et intelligents. À titre d'expérience de pensée, Strauss nous invite à envisager la position d'un historien vivant dans un pays totalitaire, membre généralement respecté et insoupçonné du seul parti existant. À la suite de ses études, cet historien en vient à douter du bien-fondé de l'interprétation de l'histoire de la religion parrainée par le gouvernement. Sur le plan exotérique, cet historien prendra une défense passionnée du point de vue officiel de l'État. Mais sur le plan ésotérique, entre les lignes, il écrira 3 à 4 phrases dans ce style laconique et vivant qui est apte à capter l'attention des jeunes hommes qui aiment penser. Ce serait suffisant pour le lecteur attentif, mais pas pour les censeurs gouvernementaux invariablement moins intelligents. Alternativement, notre écrivain pourrait même énoncer certaines vérités tout à fait ouvertement, en utilisant comme porte-parole un personnage peu recommandable. Il y aurait alors une bonne raison pour que nous trouvions, dans la plus grande littérature du passé, tant de diables intéressants, de fous, de mendiants, de sophistes, d'ivrognes, d'épicuriens et de bouffons. Pour illustrer ce qu'il vous dit sur l'impopularité de la vérité et la nécessité d'écrire de façon ésotérique afin que les idiots ne puissent rien capter mais que seuls les gens intelligents puissent comprendre, il y a la thèse de Céline qui est extraordinaire parce que, en fait, chose peu connue, mais Céline a fait médecine et il a écrit une thèse de médecine sur Semmelweis, qui est un médecin hongrois du 19e siècle qui met en évidence le portage de maladies par les professionnels de santé, en fait, sur leurs mains, tout simplement, les microbes. C'est l'une des premières fois où la méthode scientifique est utilisée pour montrer que dans les maternités, les étudiants en médecine qui disséquaient les cadavres le matin étaient statistiquement associés à la mort des mères dont ils s'occupaient pour l'accouchement l'après-midi. Et donc, il a fait laver les mains avec du chlorure de chaux, et ce qui a réduit considérablement le taux de mortalité dans sa maternité. Or, cette vérité a été très mal accueillie par la communauté scientifique et médicale à l'époque. Je vais pas vous lire les passages de la thèse de Céline, même si ce serait génial, le problème c'est que ça prendrait trop de temps, mais l'idée c'est que Céline sous-entend qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles une espèce de coalliance de toute la Terre s'est formée contre Semmelweis lorsque ce dernier a sorti une vérité dérangeante. Certains étaient jaloux de Semmelweis pour son succès scientifique, d'autres étaient des médecins qui travaillaient dans d'autres cliniques et ne voulaient pas que Semmelweis ait du succès. D'autres ne croyaient tout simplement pas Semmelweis pour des raisons purement scientifiques. Ils considéraient qu'il n'y avait pas assez de données. Et donc, tout cela, toute cette espèce d'agglomération de haine a amené Semmelweis à finir dans la folie où il sera interné dans un asile, battu par les gardiens et mourra d'une septicémie. Donc c'est vraiment une fin atroce pour un génie. Ce que vous dit Peter Thiel, c'est que vous pouvez faire dire des vérités par des marginaux, mais ne le faites pas directement et exploiter ces vérités. Ce que Semmelweis aurait dû faire, c'est ouvrir sa propre clinique obstétrique, imposer un protocole de lavage de mains avec de la chlorure de chaux, et par exemple mettre du parfum pour que les mains sentent bon en prétextant le confort des patientes, et le taux de mortalité aurait chuté. Les patientes seraient allées chez lui, et il aurait coulé la concurrence. Donc soit ses opposants auraient persisté dans l'erreur et auraient fait faillite, soit par appât du gain et instinct de survie, ils auraient cherché à comprendre comment fait Semmelweis pour avoir un taux de mortalité aussi faible. Parce que quand vous exploitez la vérité pour votre bénéfice, vous changez le paradigme. Ce n'est plus vous qui saoulez tout le monde en hurlant la vérité au visage des gens. Ce sont les autres qui transpirent pour comprendre la vérité que vous exploitez. Et si jamais, lorsque vous exploitez la vérité, cela ne fonctionne pas, c'est peut-être que ce que vous pensiez n'était tout simplement pas vrai. Et donc vous commencez à saisir le mode de pensée d'un néo-réactionnaire. La masse est idiote, hostile à la vérité, prompte au mensonge et se dirige collectivement vers le communisme. Il faut donc exploiter des secrets et non les révéler. Il faut agir sans demander l'avis aux autres. Choisir avec sagesse ses associés pour agir dans l'ombre telle une mafia.
Je vous l'ai dit, les complotistes, ils fantasment de groupes occultes qui dirigent le monde dans l'ombre en manipulant les médias, les politiques, etc. Les néo-réactionnaires, ils vous disent non, c'est faux. Il n'y a personne qui contrôle rien. Personne n'a de plan pour l'avenir. Et en fait, c'est à déplorer. Et c'est exactement ce qu'on va faire, nous. Alors, comment faire émerger la réaction ? Je cite Curtis Yarvin. Le seul hic est que la réaction doit fonctionner parfaitement et dès la première tentative. Nous réalisons une expérience sans précédent sur un souverain actif. Si cela explose, tout peut arriver. En effet, nous le pouvons. Mais pas par l'espoir, les bonnes pensées et le pouvoir de la pensée positive. Il n'y a qu'un seul art sombre et semi-magique qui puisse produire une qualité fiable dès la première tentative. Il n'utilise pas du tout de sang et de triton. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie. La science des fusées est une analogie parfaite. Chaque fois que la NASA lance un énorme morceau de technologie vers une destination interplanétaire quelconque et abandonnée, elle expédie 1 ou 200 widgets personnalisés, chacun conçu pour fonctionner parfaitement dès la première tentative. Souvent, tous fonctionnent. L'ingénierie politique est aussi une science des fusées. Elle exige autant de pertinence et de soin. En particulier, des illusions romantiques sont aussi déplacées dans le bureau de l'ingénieur politique qu'un calendrier topless dans le cabinet d'un gynécologue. Le réactionnaire prend le bipède tel qu'il est. Seule la réalité, sombre, élégante, insensée, est le dispositif nul sur son drapeau noir. L'essence de toute réaction du XXIe siècle est l'unité de ces deux forces, la mentalité d'ingénierie moderne et le grand héritage historique de la pensée prédémocratique antique, classique et victorienne. L'adepte, pour atteindre l'illumination réactionnaire, observe que les deux produisent le même résultat. Qu'est-ce que cela peut être sinon la vérité que tous les hommes de bien recherchent ? Armé de cette foi sûre et intrépide, la réaction conquiert tout. Cher lecteur, je l'admets, rien de tel que la réaction n'a jamais eu lieu. Mais pourquoi ne pas l'essayer quand même ? Beaucoup de choses arrivent pour la première fois. Rien de tel que le monde de 2009 n'a jamais existé non plus. Les forces contre vous sont sans précédent, celles à votre disposition le sont aussi. Chers réactionnaires dévoués, pouvez-vous vraiment renverser le gouvernement des États-Unis ? Ça ne peut pas être facile, n'est-ce pas ? Ce n'est pas facile. Pour commencer, je ne peux pas imaginer que cela puisse être fait en moins de 10 ans. 25 ans est probablement plus réaliste. Soyons prudents, disons 50 ans. De plus, par définition, vous ne pouvez pas remplacer une structure de décision souveraine sans que quelqu'un vous tire dessus, soit métaphoriquement, soit réellement. La réaction exige du courage et de l'intelligence, de la prudence et de la pure folie, une vaste ambition et une véritable humilité. Cela ne vous prendra non pas des mois ou des années, mais des décennies. Acceptez-le ou non. C'est drôle parce qu'on pourrait se dire que détruire la démocratie sans passer par les urnes, le plus simple ce serait un coup d'état militaire. Mais ce que vous dit Yarvin, c'est que la réaction n'aura pas deux chances. Il faut que la stratégie ait 100% de chance de réussite. Or, le coup d'état par la force, c'est un coup de poker. Hein. Vous êtes très loin du 100% de réussite. C'est pour cela qu'il a développé une stratégie lente, mais inarrêtable. La première règle de la réaction, c'est le pacifisme. Donc je cite. La règle d'acier du pacifisme est la renonciation absolue au pouvoir officiel. La logique de la règle d'acier est simple. En tant que réactionnaire, vous ne croyez pas que le pouvoir politique est un droit de l'homme. Vous ne convaincrez jamais personne d'adopter la même attitude sans l'adopter d'abord vous-même. Puisque vous croyez que les autres devraient être prêts à accepter la règle de la nouvelle structure sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir, vous devez être le premier à faire le grand refus. Ils doivent se soumettre au nouveau, vous devez vous soumettre à l'ancien. Le pacivisme n'est pas une forme d'activisme. Le pacivisme est le pacifisme. En termes simples, vous ne pouvez pas commencer à envisager le reste de la procédure tant que vous n'êtes pas complètement libéré du désir, bien que ce soit un fardeau inhérent à l'homme, de pouvoir. Brisez la règle d'acier, changez votre nom en Darth, ne vous attendez pas à conserver votre stage au Conseil Jedi. Par principe tactique, le pacifiste rejette toute implication dans une activité dont le sujet est d'influencer, de contraindre ou de résister au gouvernement directement ou indirectement. Il est révolté par l'idée de définir la politique publique. Il préférerait boire sa propre urine plutôt que de changer l'opinion publique. Au cas où ce ne serait pas clair comme de l'eau de roche, la règle d'acier exclut, sans ordre particulier, les manifestations, les communiqués de presse, les bombes suicides, les poursuites judiciaires, les bombes sales, les campagnes Facebook, les bombes propres,
les tracts renéotypés, les braquages de banques, les stages dans les ONG, les assassinats, les tea parties, le journalisme, la corruption, la rédaction de subventions, les graffitis, le crypto-anarchisme, les cagoules, les lynchages, les contributions de campagne, les cellules révolutionnaires, les nouveaux partis politiques, les anciens partis politiques, les flash mobs, les botnets, les sit-ins, le publipostage, le sabotage et toute autre technique activiste, violente ou inoffensive, légale ou illégale, à la mode ou méprisable. Un excellent moyen de concrétiser cette relation dans votre esprit est d'utiliser le mot sujet plutôt que citoyen. Si par malchance vous résidez toujours dans les îles britanniques, on vous apprend déjà à dire sujet, vous devrez donc adopter quelque chose d'encore plus dégradant comme paysan. Cela pourrait encore surestimer votre impact politique. Dans la première étape, le pacifisme est une évidence. Pourquoi seriez-vous intéressé à influencer le gouvernement? Vous essayez de remplacer la structure, pas de la rejoindre. Même dans la deuxième étape, précaire et impossible, la règle d'acier devrait tenir. Dans la deuxième étape, vous ne prendrez pas le pouvoir, vous acceptez le pouvoir. Comme nous le verrons, c'est totalement différent. Premier avantage tactique. Le pacifiste disparaît immédiatement de l'écran radar défensif de la structure. S'il y a une chose que les progressistes savent faire, c'est identifier et cibler un activiste concurrent qui tente en vain, comme nous l'avons vu ci-dessus, de surpasser la mafia. L'activiste de droite agit comme une sorte d'adjuvant pour le système immunitaire de la structure. Il active tous les mécanismes de défense possibles. Certains d'entre eux sont très méchants. Le bloc pacifiste ne cherche pas le pouvoir par quelque moyen que ce soit. Ces activités ne sont ni agressives ni destructrices, mais constructives, idéalement menant à un centre de réaction comme nous le verrons plus tard. Par conséquent, il ne se préoccupe pas du nombre de personnes qui le lisent, mais de la qualité des personnes qui le lisent. Deuxième avantage tactique, le problème n'est pas seulement que stimuler le système immunitaire de la gauche est nuisible à la droite. Si cela nuisait aussi à la gauche, cela pourrait être une tactique acceptable, mais puisque le gauchisme est un mouvement décentralisé et non une conspiration centralisée, stimuler le système immunitaire de la gauche signifie simplement stimuler la gauche. Troisième avantage tactique, prévention d'Hitler. Pour un réactionnaire orthodoxe, Hitler est essentiellement l'exemple type de ce qui se passe si vous enfreignez la règle d'acier. Le fascisme est une réaction mais entachée de tumeurs cancéreuses de la démocratie. Le populisme de droite, comme on dit de nos jours. S'il perd, il perd. S'il gagne, les tumeurs grandissent. Une amélioration par rapport au communisme, mais pas de beaucoup. C'est là que le pacifisme, en renonçant à la démocratie, se vaccine contre Hitler. Il est vrai qu'à un niveau supérieur, le réactionnaire cherche à provoquer une transition de pouvoir, et donc, en un sens, cherche le pouvoir lui-même. Mais il n'est pas un activiste, car il ne travaille pas pour le pouvoir. Ses actions n'excitent pas l'instinct politique humain, l'amour de former des coalitions et de déchirer les singes de l'autre côté de la rivière. Quatrième avantage tactique, le pacifisme permet à la réaction de recruter à la fois des progressistes et des conservateurs, à condition qu'ils abandonnent leur programme activiste. Moi, il y a un problème qui m'a toujours gonflé en politique, c'est qu'un mouvement, justement politique, en démocratie est dans le quantitatif, et donc va toujours essayer de convaincre le grand nombre. Donc un mouvement politique est toujours un peu open bar, tout le monde peut y rentrer, tout le monde est la bienvenue, y compris les idiots, tout le monde peut se revendiquer de votre mouvement politique. Ce qui fait que ces mouvements politiques sont systématiquement salis par des teubés, par des idiots qui se revendiquent justement de ces mouvements. Alors que la réaction est élitiste, donc ce n'est pas open bar. Comme c'est le pacifisme, se revendiquer de la néo-réaction, c'est déjà ne pas en faire partie par définition. Donc personne ne peut salir le mouvement. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la néo-réaction, c'est que ce n'est pas comme le nationalisme ou être identitaire ou communiste, etc., où c'est des mouvements qui sont déclaratifs, c'est-à-dire tout le monde peut se dire nationaliste. Alors que être néo-réactionnaire, c'est comme être riche, ce n'est pas déclaratif. Ce n'est pas parce que vous dites dans votre bio sur Twitter « je suis riche » que vous l'êtes dans les faits. Et de la même façon, être néo-réactionnaire, vous ne pouvez pas le choisir. Ça l'est ou ça l'est pas. Il faut être une élite, justement, faire partie de ces groupes impliqués dans la technologie et dans ces groupes d'influence extraordinaires.
L'avantage du pacifisme, c'est qu'elle nous force à choisir l'efficacité au détriment de l'orgueil. Parce que la démocratie est extraordinaire pour flatter notre orgueil. En fait, c'est un catalyseur qui vous fait croire que vous avez du pouvoir parce que vous possédez une voix. Donc, votre avis politique aurait de l'importance, ce qui est évidemment faux. Ce qui induit en fait une mauvaise stratégie, notamment chez les militants politiques, qui mettent en fait la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Vous allez d'abord réfléchir à quels sont les problèmes de la société et comment elle devrait fonctionner, en pensant qu'avec votre voix, vous avez le pouvoir de changer les choses. Pour Curtis Yarvin, c'est l'équivalent d'un incel qui regarde un porno en imaginant avoir réellement un rapport sexuel. Donc chaque fois que vous allez déclarer « je suis pour ceci, je suis pour cela, on devrait faire X ou Y, il faudrait que, etc. » En fait, vous loupez la question la plus importante qui est « quelle est l'étape 1 ?» Et en fait, l'étape 1, c'est systématiquement avoir du pouvoir. Parce que d'une certaine façon, faire des revues d'actualité, c'est la preuve qu'on ne fait pas l'actualité. Or, on l'a vu, pour changer le monde, changer la matière, il faut de l'énergie. Et l'argent, c'est indirectement de l'énergie. Donc il vous faut de l'argent. Donc, faites comme les normies, cessez de penser à la politique. Les normies, ils s'en foutent de la politique, ils pensent juste à leur carrière. Cessez de penser à la politique, à l'idéologie, à ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Revenez à l'étape 1, devenir important dans la société. Et après, vous réfléchirez aux problèmes de la société. De plus, si à travers le pacifisme, vous n'avez plus la possibilité d'être tenté de changer le monde en convainquant les autres, en fait, vous n'avez plus d'autre choix que d'agir et non plus parler. Il y a un type sur Twitter qui m'a dit « On peut tout de même avoir raison et être impuissant. » Et je lui ai tout simplement répondu « Non. Si tu es impuissant, alors tu n'as pas raison. » On va rentrer dans une des leçons que j'ai tirées des néo-réactionnaires qui est « Nécessité fait loi ». Je cite Nick Land. « Le changement de régime ne peut être qu'une question de nécessité, jamais de droit. La force fait le droit. Personne n'a le droit de se rebeller, à moins bien sûr d'en avoir la force. » Et Curtis Yarvin y dit « Comme nous l'avons vu, l'histoire progressiste peut être retracée sur des siècles et à chaque moment de son histoire, elle a existé dans une société qui comprenait des structures de pouvoir réactionnaires. Par exemple, les concepts de propriété, de corporation, de frontières nationales, de mariage, de forces armées, etc. sont irrémédiablement non progressistes. Attaquer sur tous ces fronts simultanément ne résulterait en rien d'autre qu'une défaite, une vraie défaite. Ainsi, la persistance de ces phénomènes réactionnaires fournit des preuves que les progressistes luttent contre des forces obscures titanesques et sans limite. Il faut être un peu réactionnaire soi-même pour voir la vérité. Ces institutions sont simplement une question de réalité. C'est donc la réalité elle-même que le progressisme attaque. La réalité est l'ennemi parfait. Elle riposte toujours et ne peut jamais être vaincue. Et une énergie infinie peut être dépensée pour y résister sans succès. Voilà d'où la droite tire toute sa puissance. La droite tire son pouvoir et sa légitimité des contraintes qui s'exercent sur les individus. Les contraintes regroupent l'ensemble des forces et des lois de la physique qui nous écrasent. Le manque d'énergie est une contrainte, le manque de nourriture est une contrainte, un pays hostile est une contrainte. Donc les individus gagnent en pouvoir et en statut social en se rendant utiles à la société vis-à-vis de ces contraintes. On est prêt à payer des dizaines de milliers d'euros pour que un oncochirurgien nous opère, un membre de notre famille ou nous-mêmes. L'oncochirurgien tire un bénéfice de la contrainte qui s'exerce sur nous, pourtant c'est pas lui qui a induit le cancer. L'oncochirurgien n'est pas seulement utile, dans cette situation il est nécessaire. Si vous êtes le seul ingénieur nucléaire dans un pays qui manque d'énergie, vous n'êtes pas seulement utile, vous êtes nécessaire. Or, nécessité fait loi, donc soyez nécessaire et vous ferez la loi. Je vais prendre un exemple historique qui est fascinant, c'est celui de Wernher von Braun. Et dans un excellent livre qui s'appelle Les apprentis sorciers, on découvre justement ce personnage qui a su toujours tirer profit de toutes les grandes puissances de ce monde et qui s'en est toujours sorti, et était prêt à tous les sacrifices pour réaliser ses rêves de conquête de l'espace. Alors pour ceux qui ne savent pas, Wernher von Braun, c'est un ingénieur allemand issu d'une grande famille aristocratique et qui a toujours rêvé, à travers de la science-fiction, de voyager dans l'espace. Et il a investi toute sa vie dans le développement de fusées, en étudiant notamment l'utilisation de carburant liquide.
c'est quelqu'un qui au cours de sa vie a toujours cherché des financements pour réaliser ses projets. En l'occurrence, ça a commencé avec l'armée de la République de Weimar, et puisque les fusées n'étaient pas spécifiquement désignées comme une arme de guerre par le traité de Versailles, ces projets continuera avec le Troisième Reich. Donc, je cite les apprentis sorciers. La guerre des armes secrètes va maintenant pouvoir commencer, mais auparavant, von Braun aura fait la dure expérience du pouvoir de Himmler. Tout à ses rêves de conquête spatiale, le chercheur a en effet assisté à une réunion à Peenemünde le 5 mars 1944, où il a discuté de l'avenir des fusées. Il n'a manifestement pas compris qu'on lui demandait seulement de travailler pour la plus grande gloire du Reich et de son Führer, qui est désormais persuadé que les FI-103 et les A4 vont lui permettre de gagner la guerre. Himmler va se charger de le lui rappeler. L'animosité de Himmler à l'égard de von Braun a autre chose encore. En février 1944, le directeur technique a refusé la proposition que lui faisait le Reichsführer SS de patronner les recherches à Peenemünde. Himmler n'a pas apprécié cette manifestation d'indépendance. Ça, c'est très important, c'est que von Braun, il est dans une dictature militaire et en fait, il se rend pas compte, pour lui, il est toujours libre, donc il dit oui, non, ça j'ai pas envie. Et il a pas compris qu'en fait, on lui demande pas son avis, quoi. En mars, il fait arrêter von Braun par la Gestapo et l'accuse de se désintéresser des fusées de guerre et de se préoccuper seulement de conquête spatiale, de s'opposer à l'usage des A4 contre la Grande-Bretagne et d'être sur le point de s'y enfuir en avion avec les secrets de fabrication des fusées. Bref, d'être un traître. Alors ça, il y a aussi des documents qui disent que von Braun, vers 1944, pensait que le Troisième Reich allait perdre la guerre, parce qu'il avait raison, et pensait déjà à commencer à détourner les financements du Reich pour des projets personnels. Il avait des projets de fabriquer un système de poste avec les fusées entre les continents, etc. Donc en fait, il était déjà en train de préparer l'après Troisième Reich, ce qui évidemment n'a pas été apprécié. Donc il est envoyé en prison. Il faut l'intervention directe de Walter Dornberger auprès de la haute hiérarchie militaire et d'Albert Speer auprès de Hitler pour que von Braun et les autres spécialistes qui ont été arrêtés avec lui soient relâchés le 30 mars. Hitler affirmera à Speer avoir lui-même rencontré de sérieuses difficultés pour arracher le directeur technique de Peenemünde aux griffes des SS. Mais il obtient néanmoins que von Braun soit protégé de toute poursuite tant qu'il sera indispensable et quelles qu'en soient les conséquences désagréables d'une telle situation. C'est incroyable quand même. Tout seul, il envoie du caca au visage de toute la structure répressive d'une dictature, et puis en fait, il lui arrive rien, quoi. Il est sorti de prison au bout de 2 semaines parce que, selon le dictateur suprême, il est indispensable. Et donc ça le protège de toute poursuite. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment conscientisé par von Braun, puisque là, je vais citer, von Braun n'ignore évidemment pas que sa percée technologique est cruciale et qu'elle a ouvert une perspective nouvelle aux stratèges. Il sait que lui-même et son équipe représentent une formidable monnaie d'échange que s'arracheront après la guerre les puissances victorieuses. À la mi-janvier 1945, les troupes soviétiques avancent à travers la Poméranie, et von Braun organise une réunion secrète des principaux ingénieurs de Peenemünde pour discuter de l'avenir. Il décide de se rendre dès que possible aux Américains. Quant aux archives de Peenemünde, von Braun les a fait cacher avant son départ de Blechenrode, dans une galerie de mines abandonnées creusée dans le Harz, près du village de Dorten. Le butin est d'importance, quelques 14 tonnes de documents couvrant tous les travaux menés à Kummensdorf et Peenemünde. La conclusion, elle est magnifique. Que dire au bout du compte de Werner von Braun? Qu'il fut l'un des principaux pionniers de l'espace, cela ne se prête guère à discussion. Même s'il est impossible de mentionner des concepts de von Braun qui révolutionnèrent le cours de l'astronomique, comme le soulignent justement les historiens Charles Murray et Catherine Bly Cox, il fut avant tout un leader naturel et un gestionnaire technique. Qu'il se conduisit, ce faisant, comme un opportuniste sans scrupules et qu'il ferma sciemment les yeux sur les crimes du nazisme, von Braun déclara lui-même après la guerre s'être servi de la machine militaire allemande pour parvenir à ses fins. Mais il savait fort bien que cette alliance n'était pas gratuite. Elle le rendait, au contraire, directement complice de la mort de dizaines de milliers de personnes. L'opinion publique américaine ne s'y laissa pas prendre. L'annonce, le 30 janvier 1949, de la présence d'ingénieurs allemands à Fort Bliss déclencha de vives polémiques aux États-Unis.
Et en 1955, encore, des voix s'élevèrent pour s'opposer à ce que le programme de lancement de satellites décrété par le président Eisenhower soit placé sous la direction de citoyens de seconde zone. Les critiques s'atténuèrent graduellement en raison du talent de von Braun pour les relations publiques et grâce au succès du lancement d'Explorer 1 et des programmes Mercury et Apollo. Von Braun sut populariser la conquête spatiale à travers une série de livres et d'articles et utiliser son prestige pour dominer les débats publics. Mais l'évocation de son passé continua à susciter un malaise certain. De nombreuses personnalités considéraient qu'il avait échappé aux poursuites en raison de sa valeur scientifique, et von Braun fut publiquement brocardé à maintes reprises. Le cinéaste américain Stanley Kubrick en fit le Dr Folamour, le savant nazi du célèbre film éponyme. Quant à von Braun, sa conscience devait certainement le tourmenter, puisqu'il avoua, dans la préface qu'il donna au livre de Bern Rulland en 1969, Bern Rulland a fait du chapitre de la contribution allemande aux derniers succès spatiaux une biographie de Werner von Braun. Bien que, comme vous le verrez, je n'ai été en fait qu'un catalyseur, que je sois resté en marge de maints épisodes décisifs de ce drame et que, tel l'apprenti sorcier de Goethe, j'ai été souvent la proie du désarroi et du désespoir devant le déchaînement d'événements et de forces qu'avaient provoqué mes initiatives. Donc encore une fois, ce que je trouve incroyable avec Werner von Braun, c'est que par sa valeur qu'il avait en tant qu'individu indispensable dans une contribution scientifique et technologique majeure pour l'époque, et ben en fait, il pouvait faire plier le putain de Troisième Reich ou les États-Unis d'Amérique pour agir selon ses propres conditions. Et en fait, tout est une question de rapport bénéfice-coût. Quand un militant de droite perd son travail, en réalité, c'est parce qu'il est remplaçable. Si le bénéfice de chier sur un mec de droite est plus grand que le coût, alors ils vont le faire. Dans le cas de von Braun, ce rapport n'est pas positif, parce que le faire passer à la potence pour les Américains, c'est prendre le risque que le premier homme sur la Lune soit un soviétique, montrant ainsi que le modèle marxiste-léniniste est le plus futuriste, le plus prospère, et donc favorisant l'entrée de nouveaux pays dans l'Union soviétique. Donc pour un Américain, la condamnation à mort de von Braun augmente les chances que les enfants des Américains mourront dans un goulag en Sibérie. Et là, même quand vous détestez les nazis et que vous avez en face de vous un putain de Sturmbannführer de la SS qui est responsable de la mort de milliers d'individus dans des camps de travail horribles, eh ben en fait vous prenez votre morale et vous vous la foutez dans le cul. Parce que nécessité fait loi, et c'est ça la puissance. C'est ce que vous dit Peter Thiel, cherchez des monopoles, parce que competition is for losers. Cherchez des monopoles dans des secteurs clés sur lesquels se repose la société, le secteur de l'énergie, du transport, de l'alimentation, de l'armement, de la santé, du numérique, car si Werner von Braun, en étant un pilier de l'aérospatiale, peut faire plier des superpuissances, bah en fait vous pouvez tout à fait vous essuyer les pieds sur le socialisme français. Donc devenez nécessaire à la société, et vous pourrez imposer vos conditions sans aucun débat démocratique, car telle est la voie de la réaction. On va parler de la loi de puissance de Peter Thiel. Donc je vais citer Peter Thiel dans Zero to One. En 1906, Wilfredo Pareto découvrit ce qui est devenu le principe de Pareto, ou la règle du 80-20. Il remarqua qu'en Italie, 20% des individus possédaient 80% de la terre. Un phénomène qu'il trouvait tout aussi naturel que le fait que 20% des cosses de petits pois de son jardin produisaient 80% des petits pois. Ce schéma d'une exceptionnelle sévérité où un petit nombre d'individus supplante radicalement tous les rivaux nous entoure partout, tant dans le monde naturel que dans la société. Les séismes les plus destructeurs sont bien plus puissants que tous les séismes de faible magnitude combinés. Les plus grandes mégapoles éclipsent toutes les villes moyennes réunies, et les entreprises monopolistiques créent plus de valeur que des millions de leurs concurrentes indifférenciées.
Quoi qu'Einstein ait dit ou non, la loi de puissance ainsi dénommée, parce que les équations exponentielles décrivent des distributions d'une profonde inégalité, est la loi de l'univers. Donc ce que veut dire Peter Thiel, c'est que la loi de puissance, c'est la loi de l'inégalité et qu'elle est partout. C'est un peu l'idée justement de la loi de Pareto, où 20% des individus vont faire plus que 80% des autres. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est drôle parce que quand j'étais ado, j'avais joué à un jeu d'Heroic Fantasy que tout le monde connaît, je pense, c'est Skyrim. Et dans ce jeu, il y avait un démon de l'Oblivion, un prince d'Aedric, qui était nommé Hermaeus Mora. Et en fait, Hermaeus Mora, c'était le démon de la connaissance, et son royaume, c'est ce qu'on appelait l'Apocrypha. C'était une immense dimension parallèle avec des colonnes de livres à perte de vue, c'était une bibliothèque géante et infinie en fait. Une dimension qui refermait toutes les connaissances du monde, et Hermaeus Mora était représenté comme une créature géante, faite d'œils et de tentacules, qui vous offrait le libre recours à son royaume pour obtenir toutes les connaissances que l'on recherche. Mais le prix à payer était une ressource que tout le monde possède, c'est le temps. Et en fait, Internet, c'est un peu devenu le royaume d'Hermaeus Mora. On peut imaginer que si vous aviez passé un pacte avec le prince d'Aedric de la connaissance, en échange d'un temps raisonnable, disons 20 ans, en sachant que tous les savoirs ne se valent pas pour réaliser vos objectifs, quelle connaissance est le plus rentable à acquérir ? Donc je vais continuer à citer Peter Thiel. Que faire de la loi de puissance ? La loi de puissance n'est pas seulement importante pour les investisseurs, elle est importante pour tous et chacun. Car tout le monde est investisseur. Un chef d'entreprise effectue un investissement majeur rien qu'en consacrant son temps à travailler dans une start-up. C'est pourquoi tout entrepreneur doit réfléchir et savoir si son entreprise va réussir à se valoriser. Et chaque individu est inévitablement un investisseur lui aussi. Quand vous choisissez votre carrière, vous agissez en vous fondant sur la conviction que le type de travail que vous faites aura acquis de la valeur d'ici quelques décennies. Nos écoles enseignent le contraire. L'éducation institutionnalisée fait commerce d'une forme de savoir générique homogénéisé. Tout individu qui passe par le système scolaire américain apprend à ne pas penser en termes de loi de puissance. Au lycée, tous les cours durent 45 minutes, pas une de plus. Quelle que soit la matière. Tous les élèves progressent à un rythme similaire. À l'université, les étudiants modèles se prémunissent contre l'avenir de la façon la plus obsessionnelle en accumulant toutes sortes de séries de compétences à la fois singulières et mineures. Toutes les universités croient en l'excellence. Mais des programmes de cours de 100 pages présentés par ordre alphabétique dans autant de domaines de connaissances arbitrairement définis semblent destinés à vous rassurer en vous suggérant que peu importe ce que vous faites, pourvu que vous le fassiez bien. C'est complètement faux. Tout ce que vous faites compte. Il faut se concentrer sans relâche sur ce que l'on sait bien faire, mais avant cela, il faut approfondir la réflexion. Cela aura-t-il de la valeur dans le futur ? En fait, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que l'idée derrière la loi de puissance et le royaume d'Hermaeus Mora, c'est que vous avez un temps qui est limité et vous avez des objectifs. Si vraiment vous êtes un militant politique, ça veut dire que vous allez consacrer une partie considérable de votre vie à essayer de changer la société pour l'améliorer. Or, comme je vous l'ai dit, vous avez un temps qui est limité, donc dans quoi vous voulez investir ce temps pour arriver à vos objectifs, pour que ce soit le plus efficace possible. Et ce que vous disent les néo-réactionnaires, c'est qu'en réalité, selon la loi de puissance, il n'y a que 20% des connaissances qui vont vous permettre de réaliser 80% de vos objectifs. Ce qui veut dire que pour réaliser vos objectifs, toutes les connaissances ne se valent pas. Donc vous allez commencer à cesser de valoriser le savoir pour le savoir et faire ce que font tous les militants politiques, à savoir mettre leur nez dans tous les bouquins philosophiques et d'idéologie politique, et vous demandez plutôt quel savoir est réellement le plus utile ou prendra le plus de valeur pour m'aider à réaliser mes objectifs et notamment à changer cette société. C'est ça qu'il faut se poser comme question. On va retourner à la méthode de Curtis Yarvin pour installer la réaction. L'idée, c'est que ces gens sont devenus des néo-réactionnaires parce que l'État est inefficace. Sauf que quand vous entrez dans l'optique de détruire l'État, alors l'inefficacité de la démocratie n'est plus un problème, c'est un avantage. Je cite Curtis Yarvin, « Dans la première étape, nous ne remplacerons pas le gouvernement américain. Nous remplacerons simplement son cerveau, l'université. Appelons l'antéversité, qui est à peu près ce qu'il semble être. L'antéversité est décrite plus en détail dans le prochain post, mais voici un résumé. L'antéversité est un producteur indépendant de vérité, un service de vérité.
Elle ne fait confiance automatiquement à aucune autre institution. Son but est de découvrir toutes les vérités accessibles, à la fois des faits et des perspectives. Elle doit toujours avoir raison et ne jamais se tromper. Lorsque plusieurs perspectives cohérentes d'un problème existent, l'antéversité doit toutes les fournir, chacune composée de la plus haute qualité possible. C'est très drôle parce que, par exemple, Elon Musk déclare avoir acheté Twitter, qu'il a renommé X, et de mettre en place son intelligence artificielle Grok. Et en fait, l'objectif de Grok, d'après Elon Musk, c'est de trouver la vérité, c'est de faire le travail de l'antéversité. Ne pas être biaisé par ses idéologies politiques et le politiquement correct, mais simplement dire ce qui est vrai, peu importe que cela nous plaise ou non. Je continue la citation. L'antéversité délibérera rapidement à sa manière habituelle et produira un rapport de 100 pages, probablement avec une annexe de la taille d'un DVD. Et ce sera le plan B qui décrit comment les institutions du nouveau gouvernement américain sont créées hors du pouvoir et installées en lui. Le plan B, en bref, est la constitution de la deuxième étape. Une fois ce plan B terminé, les Américains sont prêts à affronter la question. Sont-ils satisfaits de leur gouvernement actuel ou préfèrent-ils le remplacer ? Une fois qu'ils décident que la réponse est la seconde et qu'ils agissent collectivement pour faire connaître leur volonté, le travail réel peut enfin commencer. Si vous trouvez l'antéversité plus crédible, beaucoup plus crédible que l'université, vous êtes probablement prêt à au moins envisager une transition chirurgicale de la souveraineté. Vous croyez que la police et l'armée devraient suivre des ordres plus sains d'esprit plutôt que des ordres moins sains d'esprit. Sinon, vous ne pouvez guère vous décrire comme une personne raisonnable et bien intentionnée. Devenir plus crédible, beaucoup plus crédible que l'université est une tâche difficile, mais c'est une tâche pour laquelle l'antéversité commence avec des avantages considérables, car l'université a sacrifié sa propre crédibilité de tant de manières qu'elle n'a absolument aucun mécanisme pour réparer. En fait, c'est quoi la crédibilité ? C'est un ratio entre le nombre d'affirmations vraies que vous faites divisé par le nombre d'affirmations totales que vous avez faites. D'accord ? Donc en gros, si vous avez fait 10 déclarations et que 8 se sont révélées vraies, vous êtes plutôt crédible. Au contraire, s'il n'y en a que 2 qui se sont révélées vraies sur 10, vous n'êtes pas très crédible. C'est pour ça que les complotistes n'ont pas de crédibilité, parce qu'en fait, ils font 50 000 affirmations, et donc, oui, de temps en temps, il y en a une qui est vraie, et ils sont là, regardez, j'ai eu raison avant tout le monde. Mais en fait, pourquoi personne vous croit ? Parce qu'en fait, vous avez un ratio qui est dégueulasse entre le nombre d'affirmations vraies et le nombre d'affirmations totales que vous avez faites. Donc, statistiquement, on gagne du temps à pas vous faire confiance. Ce qui est normal, c'est ça la crédibilité. Et actuellement, en fait, la cathédrale a raison sur 8 sujets sur 10 et a plutôt tort sur 2 sujets. On peut mettre là-dedans immigration, insécurité, théorie du genre, etc. Pendant que l'opposition de droite a en fait raison sur 2 sujets, mais a tort sur toutes les autres. Ce qui fait que la droite est moins crédible. Or, comme on l'a vu avec la loi de puissance et la loi de Pareto, tous les sujets n'ont pas la même importance. Les 2 sujets sur lesquels la cathédrale a tort sont certainement plus importants que les 8 autres sujets sur lesquels elle a raison. Donc en fait, elle a un meilleur ratio et une meilleure crédibilité, alors qu'elle a tort sur des sujets qui sont plus importants. Ça change pas la problématique, la droite est moins crédible. Donc si vous voulez convaincre les autres à propos des 2 sujets clés, il faut que vous ayez raison sur les autres sujets pour avoir un meilleur ratio que la cathédrale et donc une plus haute crédibilité. Donc qu'est-ce que c'est que l'antéversité ? C'est pareil que l'université, sauf qu'il n'y a pas de fragmentation du pouvoir, il y a moins de postes, ils sont mieux payés, et donc c'est facile, derrière, de recruter les meilleurs enseignants-chercheurs de l'université et de ne laisser que les nuls, pour inverser la tendance de l'élite qui va à gauche, inverser les rapports de pouvoir en termes de RH, inverser le fait que la droite ne récupère que les losers et que la gauche récupère les gens ambitieux. Il faut inverser cela en payant mieux, en donnant moins de postes. Du coup, si l'université est petit à petit constituée que des moins bons éléments, alors elle fera des études de moins en moins bonnes, perdant davantage en crédibilité et accélérant sa chute et renforçant l'antéversité. Je continue. Ainsi, la réaction a la capacité de devenir à la mode auprès des élites amorales, ce qui était clairement une condition préalable à tout type de succès politique au XIXe et XXe siècle. Au lieu d'une petite tranche de pouvoir dans les régimes actuels qui est réelle, elle offre aux partisans une grande tranche de pouvoir dans les nouveaux régimes qui est hypothétique, mais qui deviendra réelle dès que suffisamment de personnes la soutiendront.
Cela suffit à stimuler l'instinct de pouvoir du chimpanzé, qui est, si l'on peut dire, plus développé dans les esprits les plus cultivés et éduqués. Si nous considérons l'ensemble des partisans de la réaction comme un réseau social, nous verrons que le noyau de ce réseau social est l'ensemble des érudits extrêmement intelligents, instruits et prudents qui ont créé l'antéversité. Puisque sa stratégie de succès implique d'élargir ce réseau social, elle doit faire tout ce que les réseaux sociaux à succès font, commencer par les élites et descendre. L'astuce avec la communication publique est de descendre très prudemment et régulièrement l'échelle du QI. Il est important que des versions déformées de la vision de l'antéversité ne circulent pas parmi les idiots, car bien sûr, elles le feront. Cependant, l'effet doit être minimisé. Lorsque vous faites de la propagande au nom de la vérité, essayez toujours de porter le public à votre niveau. Ne descendez jamais au sien. Ça, Yervin a raison, c'est très important. En fait, le principe de la démocratie étant dans le quantitatif, la démocratie, elle est toujours inclusive. La néoréaction doit agir dans l'autre sens, elle doit être exclusive. Elle doit être réservée pour une élite et du coup avoir un message qui ne doit pas être sapé, qui ne doit pas être abruti pour que les idiots puissent enfin y adhérer. On s'en fout des idiots. Curtis Yarvin imagine un parti politique qui s'appellera le Plint et qui est structuré par l'antéversité. Donc je continue la citation. Le Plint, tout simplement, est le parti existentiel de la pensée responsable. Il s'adresse aux personnes responsables et intelligentes, parents, propriétaires, enseignants, médecins, avocats, ingénieurs, étudiants dans les universités de haut niveau, républicains et démocrates. Peuple de glace, chinois, hindous, boers, taureaux, queer, mulâtres, hispaniques et juifs. Toute personne intelligente, mature et ouverte d'esprit, indépendamment de la race, de la couleur, de la croyance et de la préférence sexuelle. Bien sûr, en pratique, tout le monde sera blanc, comme au Burning Man. En fait, ce qu'il dit, c'est que... c'est parce que j'ai pas mis un passage que vous pouvez pas le comprendre, mais en fait, la référence au Burning Man, c'est que le Burning Man, en fait, c'est un... Officiellement, c'est un festival dans le désert qui est open bar, tout le monde y peut y aller, etc. Il n'y a pas de filtre ethnique, etc. Mais en fait, dans les faits, lui, voilà, c'est un Californien, donc il y allait au Burning Man. Dans les faits, c'est un festival où il n'y a que des CSP+ blancs, en fait. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a déjà un premier filtre, c'est que c'est dans le désert, donc déjà, faut être déter pour y aller, et qu'en plus, c'est un festival un peu coolos, chic, en fait, qui attire les gens intelligents, en réalité. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que le Plint, officiellement, il est ouvert à tout le monde, mais bon, dans la réalité, ce sera la même population que le Burning Man. L'essence de la droite est une coordination structurelle et intellectuelle efficace. Diriger un mouvement de droite avec des techniques de gauche est un excellent moyen d'échouer. La gauche se coordonne spontanément, la droite doit être coordonnée par un véritable leadership. Dans la réaction, le leadership structurel et intellectuel est fourni par le Plint et l'antéversité respectivement. Avant tout, la réaction dépend donc d'une question. Les bonnes personnes s'y engageront-elles ? Non. Les grandes personnes s'y engageront-elles ? Si c'est le cas, cela se produira, et je pense que cela réussira. La chose la plus importante à propos de ce projet entier, à chaque étape et dans tout ce qu'il fait, il doit attirer les meilleurs, il doit repousser et vaincre, confiner les pires. Il doit être entièrement, et dans le sens le plus profond du terme, amusant. Donc ça, c'est le plus important. En fait, pour moi, vraiment, il y a une partie considérable, je l'avais déjà dit, du génie de Curtis Yarvin, c'est de prendre en considération la RH, la ressource humaine. Et il a raison, en fait. Si un mouvement doit réussir, il doit attirer les meilleurs et repousser les pires. C'est vraiment extrêmement important que ce mouvement, pour être efficace, soit exclusif. C'est-à-dire, ça dégage les moins bons et ça ne garde que les meilleurs pour garder toujours en efficacité. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que, paradoxalement, pour repousser les pires, faut que le mouvement soit amusant, rendre les gens heureux. C'est marrant, hein, comme les gens marginaux sont toujours attirés par du contenu négatif, et en fait, faut faire tout le contraire, pour repousser ces gens-là. En fait, c'est intéressant de se dire que pour la première fois, je découvre une pensée, une idéologie qui est faite pour les adultes, et pas juste un jeu de rôle pour les ados. Quand un type vous vend une idéologie pour savoir si c'est un logiciel sain ou une pyramide de Ponzi militant, faut se demander si cet idéologue a le même discours avec ses propres enfants. Si le logiciel nécessite que vous vous sacrifiez en vous marginalisant avec des discours extrêmes, plutôt qu'œuvrer à votre ascension sociale, je doute que votre gourou prescrive la même chose à ses enfants. Or, ce que vous disent les néo-réactionnaires, c'est jamais de vous sacrifier. C'est d'œuvrer dans l'ombre pour monter, former des groupes,
et agir sur le monde directement. Arrêter de parler et faire. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le projet néo-réactionnaire, c'est que vous ne savez pas de qui il s'agit, et donc vous ne pouvez pas les arrêter. Ce qu'ils font, c'est parfaitement légal, et bientôt, ce sera même désirable. Il y a une extension de conclusion qu'on peut réaliser par rapport à la pensée néo-réactionnaire, c'est qu'il y a de nombreux procédés qui sont pas du tout démocratiques pour impacter le monde durablement et le diriger vers le résultat souhaité que l'on peut faire tous. Faire des enfants, c'est un excellent moyen d'impacter le monde de façon durable, de génération en génération. Or, vous demandez l'avis à personne pour faire des enfants, juste à votre compagnon ou à votre compagne. Sortir une nouvelle technologie, c'est typiquement un procédé non démocratique. Quand OpenAI sort ChatGPT 4 et bouleverse le monde, il n'y a pas de débat de société pour savoir si on était d'accord ou pas. C'est arrivé qu'on le voulait ou non. C'est un acte irréversible. Une fois que la techno, elle est balancée dans la société, vous pouvez plus la retirer, parce que sinon c'est tout simplement un pays concurrent qui va sortir un modèle similaire. Donc c'est baisé. OpenAI, il pose ses burnes sur le visage de l'humanité. Sam Altman, il en a rien à foutre de notre droit de vote et de nos opinions de singes arriérés qui écarquillent les yeux devant l'émergence d'une intelligence artificielle faite de silicium. Appliquer le no voice dans sa vie personnelle, c'est aussi difficile que bénéfique. Si vous ne pouvez pas changer le monde par la parole en convainquant la majorité de la population, si on vous retire ce droit narcissique de croire que votre opinion est importante, alors il ne vous reste aucune autre alternative qu'agir réellement plutôt que vous cacher derrière un blabla militant. Donc faire des études difficiles, réaliser un travail acharné au quotidien, éduquer le plus grand nombre possible d'enfants, encore une fois sacrifier son orgueil pour l'efficacité. En fait, c'est pas pour rien si cette idéologie elle s'est répandue chez des milliardaires de la Silicon Valley qui représentent maintenant une part considérable de la trésorerie du Parti républicain et qui financent la campagne de Donald Trump. Donc on va terminer cet épisode en citant Yarvin, puisque certains me diront « Ok Anthony, mais être quelqu'un d'important dans la société, un grand ingénieur, un grand capitaine d'industrie, un géant de la tech, un pilier de notre économie, quelqu'un d'indispensable, c'est pas à la portée de tous. Ça concerne même d'ailleurs qu'une extrême minorité. Donc je fais quoi moi? Le boulanger, le camionneur, l'artisan, l'agriculteur, le policier avec la néo-réaction? Je te réponds tout simplement que la néo-réaction n'est pas faite pour toi, c'est tout. Les néo-réactionnaires sont issus de la classe dirigeante. Ils ont fait les grandes écoles. Ils bossent dans des grands groupes. Ce sont en fait des traîtres à l'establishment. Ils œuvrent en secret pour détruire la machine corrompue de leurs homologues. Le néo-réactionnaire, c'est un seigneur Sith. Il veut détruire l'ordre Jedi pour enfin être libre. En fait, c'est souvent quelqu'un qui est issu de la classe dirigeante, mais qui a plus d'ambition que ses homologues, parce que ses homologues vont, dans le gouvernement, tout simplement essayer de faire perdurer la pyramide de Ponzi pour en profiter. Alors que le néo-réactionnaire se voit vraiment comme une élite à part entière, donc elle a une ambition démesurée qui concerne toute l'humanité et qui n'est pas compatible avec le fait que cette pyramide de Ponzi persiste. Donc nécessairement, c'est un traître à ses homologues. Donc oui, toi qui es fermier sur Tatooine, t'es pas un seigneur Sith. D'ailleurs, moi-même, je me considère pas comme un néo-réactionnaire, je suis quelqu'un de normal. Simplement, j'ai fait ce podcast parce que je trouvais que l'idéologie était intéressante et qu'on pouvait en tirer des enseignements. Donc, j'ai trouvé ça sympa d'en parler parce qu'en plus, elle concerne des gens importants sur cette planète. Et donc oui, d'une certaine façon, tout le monde peut se dire de droite, tout le monde peut se dire nationaliste, identitaire, monarchiste, mais on peut pas choisir d'être néo-réactionnaire. C'est comme être riche. On l'est ou on l'est pas. En fait, Curtis Yarvin fait une analogie intéressante sur son blog. Il dit que la droite est faite essentiellement de hobbits, des pouilleux de la comté, qui sont en guerre culturelle avec les elfes. Sauf que c'est impossible pour un hobbit de gagner cette lutte, puisque sa culture de paysan est inférieure à celle des hauts elfes, dont l'intellect est plus élevé. Non, ce que doivent faire les hobbits, c'est soutenir les elfes noirs. Donc je cite Curtis Yarvin. La codification habituelle de la guerre culturelle est ennuyeuse. Prenons plutôt une approche inspirée de Tolkien et parlons non pas de rouge ou de bleu, mais de hobbits et d'elfes. Nous savons qui sont les hobbits et qui sont les elfes. Nous savons qui est en haut et qui est en bas. Nous savons ce que veulent les elfes. Ils veulent vivre une vie magnifique. Nous savons ce que veulent les hobbits. Ils veulent faire des barbecues et élever des enfants. Chers hobbits, vous ne pouvez que perdre la guerre culturelle.
Même lorsque les elfes utilisent le pouvoir politique pour imposer leur culture, vous ne pouvez pas utiliser le pouvoir politique pour imposer la culture des hobbits aux elfes. Je veux dire, parfois vous pouvez, ça ne marchera jamais bien. Je suppose qu'en théorie, vous pourriez massacrer tous les elfes. Vous ne semblez pas disposé à cela dans la pratique, et en tant qu'elfe, je dois considérer cela comme une bonne chose. Mais cela vous laisse, cher hobbit, dans un vrai pétrin. S'il y avait un moyen d'imposer la culture des hobbits uniquement aux hobbits, cela pourrait être envisageable. Mais notre pays n'est pas configuré pour soutenir des règles séparées pour les elfes et les hobbits. Si c'était le cas, ce serait un pays différent. Peut-être un meilleur pays, mais ce n'est pas le cas. La seule façon d'imposer la culture des hobbits est de l'imposer à tout le monde, y compris aux elfes. Les elfes n'aiment pas que les hobbits leur disent quoi faire. Même un conseil rend les elfes furieux. C'est outrageant et irrespectueux. Et lorsque les hobbits contraignent les elfes, alors là, c'est absolument inacceptable. Même si cette coercition n'est que symbolique, c'est une violation profonde des droits des elfes. Votre elfe ne sera pas seulement furieux, il sera explosif, se sentant trahi jusqu'au plus profond de son être. De plus, lorsque les hobbits essayent de se venger des elfes en général, ou pire encore lorsqu'ils réussissent, ils endommagent une ressource dont ils ignorent même l'existence. Il peut même y avoir des elfes, les elfes noirs, qui sont en réalité du côté des hobbits. Naturellement, en tant que traîtres, ces elfes noirs feront profil bas. Mais culturellement, ce sont toujours des elfes, car ils aiment par exemple les films d'art et tout ça. Toute attaque contre les elfes en général affaiblit et démoralise cette importante cinquième colonne, les elfes noirs. Et bien sûr, si vous essayez d'imposer la culture des hobbits et que vous échouez, vous devenez simplement ridicule. Comme l'un de ces pecnos que Shakespeare utilisait pour se moquer des paysans avec une cruauté mordante. Perdre n'a jamais bonne apparence, surtout si vous perdez en essayant de faire quelque chose d'impertinent. Vous ne pouvez que perdre la guerre culturelle. Si vous perdez, vous perdez. Si vous gagnez, vous perdez vraiment. Ce qui veut dire, c'est que la culture des hobbits étant inférieure, même si en fait elle devient majoritaire et que les elfes sont effondrés et que les hobbits prennent le pouvoir, en fait les elfes, comme ce sont les élites, en fait ce qui va se passer, c'est que les hobbits ont perdu leurs élites. Donc même quand les hobbits gagnent, en fait ils perdent. Cher hobbit, le premier problème que vous devez nous laisser, c'est la guerre culturelle. Ce que vous faites ici ne fonctionne pas, ni pour vous, ni pour nous. Cela rend notre travail à tous deux plus difficile. Non seulement vous ne devriez pas jouer une défense agressive dans la guerre culturelle, on pourrait dire que vous ne devriez pas jouer en défense du tout. Vous devriez jouer en attaque. Vous n'êtes pas équipé pour jouer en attaque, mais nous le sommes. Donc, vous devriez nous soutenir dans notre offensive, parce que, en gros, c'est ce que signifie une alliance. Avant cette révolution, les hobbits et les elfes noirs n'avaient rien à voir les uns avec les autres. L'objectif des elfes noirs est de gagner la guerre culturelle, mais pas avec le pouvoir des hobbits. En fait, moins un elfe noir sans le hobbit, et mieux c'est. Laissez-nous juste nous en occuper. Les elfes noirs ne peuvent pas gagner en utilisant le pouvoir coercitif des armées paysannes hobbits. Ils n'ont aucun pouvoir coercitif en propre. Leur seule forme de pouvoir est subversive. Ils combattent en subvertissant et en séduisant leurs ennemis, les hauts elfes. La seule guerre culturelle qui compte est celle entre les elfes noirs et les hauts elfes. Cette guerre ne se mène pas avec des bombes, des balles, ni même avec des lois et des juges. Cette guerre se mène avec des livres, des films, des pièces de théâtre et des poèmes. C'est toujours une guerre sauvage. La première tâche des elfes noirs est de séduire les hauts elfes, de semer la graine noire du doute dans leur esprit doré élevé. Une fois que ces graines deviennent des arbres, le haut elfe devient un elfe noir. C'est évidemment le résultat optimal du processus de séduction. Pourtant, même si seuls de petits rejets d'obscurité poussent, de simples arbustes et buissons de nihilisme, le haut elfe est affaibli. Sa conviction en son énergie faiblissent. Et comme Napoléon l'a dit, dans toute bataille, le moral l'emporte sur le corps dans une proportion de 10 contre 1. Les régimes sont renversés de deux manières, par d'autres ou par eux-mêmes. Les élites mondiales actuelles sont invulnérables à toute coercition externe. Comme l'URSS, elles ne peuvent se renverser qu'elles-mêmes. L'Empire soviétique n'a pas été renversé par une force centrifuge ou sécessionniste. Les rébellions antérieures dans les provinces extérieures ont été facilement réprimées. L'Empire soviétique a été renversé par son propre dirigeant, Mikhaïl Gorbatchev, qui avait le même poste que Staline, et par le groupe de jeunes responsables qui avaient émergé avec Gorbatchev. Le chemin vers l'avenir ne passait pas par les ouvriers et les paysans,
il passait par cette petite élite. Une fois que cette élite a été corrompue par la doctrine occidentale, une fois qu'elle a perdu sa foi inébranlable en l'avenir socialiste, elle et le régime qu'elle soutenait étaient condamnés. L'objectif des elfes noirs est de devenir et de rester influents dans des cercles restreints, d'accumuler du prestige, un prestige secret qui est d'autant plus tangible qu'il est secret. Finalement, de créer des cellules et des réseaux qui peuvent faire progresser discrètement les carrières des elfes noirs. Une méthode testée par les francs-maçons dans de nombreux pays et périodes. Et même si ce carbonarisme n'existait pas, et s'il existait, le sauriez-vous ? Les douces vagues de cette nouvelle idée qui viennent caresser les chaussures des hauts elfes, qui commencent même à lécher leurs chevilles en soie, peuvent faire leurs œuvres. Gorbatchev ne faisait partie d'aucune conspiration intellectuelle, pas plus que Louis XVI, et pourtant, tous deux, séduits par les nouvelles philosophies brillantes, ont fait tomber leur propre régime, la victoire subversive ultime. Même des indices de doute affaiblissent l'État. En tant que dissident, gagner la guerre culturelle signifie établir une domination culturelle, ce qui signifie devenir à la mode. La culture reste en aval du pouvoir, mais votre coup d'état Hobbit se passera beaucoup mieux si vous avez une solide 5e colonne au sein de la classe dirigeante des elfes, et un groupe caché d'elfes noirs qui peuvent émerger pour diriger l'avenir. Pour rendre les idées dissidentes plus à la mode, il n'est pas nécessaire de les édulcorer. Au contraire, il est nécessaire de les rendre plus audacieuses, plus effrayantes et belles, plus téméraires et transgressives, plus surprenantes et délicieuses. La stratégie de l'elfe noir est de séduire les hauts elfes dirigeants en leur faisant perdre foi dans leurs propres institutions prestigieuses et en leur montrant quelque chose qui les attire davantage, en peignant un tableau d'un avenir incroyable et totalement différent, comme une œuvre d'art. La transgression à la mode, et non les bombes, ou les balles, ou même les lois, est l'offensive de la guerre culturelle. En allant trop loin avec toutes les folies, et en banalisant les idées chics de 1972 en 2022, les hauts elfes se sont rendus extraordinairement vulnérables à une offensive, mais rien ne peut compenser une mauvaise exécution. Cher Hobbit, que pouvons-nous, les elfes noirs, faire pour vous ? Nous pouvons vous conduire à des victoires qui sont des vraies victoires. Nous pouvons vous aider à construire une armée de hobbits prête à gouverner, qui ressent même le droit de gouverner, et qui a même le droit de gouverner. Nous ne pouvons pas vous aider tant que vous n'êtes pas prêt à arrêter de lutter de manière réflexive et à commencer à combattre stratégiquement.